Mesdames et messieurs, la mort a encore frappé la France, une fois de plus, et de manière massive. Cet attentat terroriste islamiste d'une violence qui dépasse l'entendement a plongé le pays dans la consternation et l'indignation. Les premières pensées sont bien sûr allées et vont encore aux victimes, à leurs proches, et à toutes celles et ceux, notamment aux plus jeunes d'entre eux qui ont vécu cette scène d'horreur. J'imagine combien il sera difficile pour tous ceux qui sortiront de cet enfer polytraumatisés, handicapés, mutilés à vie, mais aussi pour tous ceux qui, sans avoir été physiquement blessés, en ont été témoins, psychologiquement dévastés, de retrouver goût à la vie. Comme il sera difficile aux forces de l'ordre, aux sauveteurs, personnels de santé, d'oublier ces actes terrifiants. Ils ont besoin du soutien de la nation entière, et je les assure aujourd'hui du mien et de celui du mouvement que je préside. L'émotion, la compassion sont bien entendu les premiers sentiments qui animent nos cœurs lorsqu'un tel drame surgit. Mais nous ne pouvons en rester là. Très vite, il nous faut, au-delà des mots et des paroles de réconfort, réfléchir aux responsabilités qui ont mené à un tel drame et trouver les solutions pour éviter qu'il puisse se reproduire. C'est donc très vite le temps de l'action qu'il faut engager. Et c'est là que naissent mes premières inquiétudes. Dans cette perspective, je veux d'emblée m'attaquer à une tentation très lourde de conséquences et à mon sens très coupable, qui serait celle du fatalisme. C'est un point crucial. Plusieurs graves erreurs d'analyse peuvent mener les Français sur la pente du fatalisme, et je veux ici dénoncer ces erreurs pour mieux les éviter. D'abord, quand on nous dit qu'il s'agit là d'actes imprévisibles, quand on cherche à les attribuer à la seule folie humaine, au dérangement psychiatrique d'individus qu'on ne pourrait détecter ou empêcher d'agir, je vois là la pente infiniment dangereuse de l'excuse. Personne ne nous fera croire, dans l'objectif de dégager le gouvernement de sa responsabilité, que la seule folie humaine expliquerait un attentat terroriste d'une telle ampleur. Cessons de vouloir manipuler les Français. Cet attentat, d'ailleurs revendiqué par Daesh, est la conséquence d'une idéologie meurtrière qu'on laisse se développer dans notre pays, l'idéologie du fondamentalisme islamiste. Il est aussi la conséquence de carences gravissimes de l'État dans sa mission première, qui est la protection de nos compatriotes. J'y reviendrai. Le fatalisme peut aussi trouver sa source dans le renoncement à l'autorité de l'État. Toutes les déclarations officielles nous y encouragent. Quand un Premier ministre nous explique que nous devons nous habituer aux attaques terroristes, quand un autre responsable nous dit que le problème ne pourra être réglé que sur plusieurs générations, j'entends un discours de renoncement qui ne peut inciter la population qu'au défaitisme, au découragement et à l'angoisse. Il faut à l'inverse rappeler l'impérieuse et la légitime autorité de l'État. Pardonnez-moi ce petit détour par la philosophie politique, mais il est nécessaire, tant les discours de nos dirigeants se sont éloignés des principes de base que je veux rappeler. L'autorité de l'État existe pour garantir aux citoyens leur liberté. C'est l'essence même du contrat social que de remettre à une autorité légitime le recours à la force pour garantir la liberté de la collectivité et les libertés de chacun des individus qui composent cette collectivité. Le renoncement à cette autorité légitime, le fait de ne plus accepter que l'État ait recours à la force légitime que lui confère le contrat social, c'est accepter l'anarchie, le droit du plus fort, et donc la privation de liberté pour les citoyens. Les gouvernements que la France refusait d'agir, de préférer à la fermeté et à l'autorité la culture de l'excuse, de la compréhension. Ils n'ont eu de cesse de refuser leurs propres règles. Le renoncement de l'État est devenu tellement fort et il semble désormais tellement naturel que nous sommes aujourd'hui obligés d'assister à des situations proprement inadmissibles. Nous voyons un président de la République, un Premier ministre et un ministre de l'Intérieur passer leur temps à commenter des attentats, à dire qu'il était impossible de les éviter, à sermonner tous ceux qui osent critiquer leur inaction et à continuer à donner des leçons à la terre entière sans jamais se remettre en cause. Dans n'importe quel pays du monde, je dis bien n'importe quel pays du monde, un ministre au bilan aussi épouvantable que Bernard Cazeneuve
250 morts en 18 mois auraient démissionné depuis longtemps. Il est aussi inadmissible d'entendre l'opposition donner aujourd'hui des leçons, elle aussi. Je pense évidemment au parti Les Républicains qui était encore au pouvoir il y a 5 ans. Cette opposition qui est aussi profondément responsable du chaos que connaît notre pays parce qu'elle avait désarmé l'État en affaiblissant considérablement nos forces de police et de renseignement, parce qu'elle était aussi immigrationniste, parce qu'elle avait mené une politique étrangère suicidaire. Une telle crise doit nous amener à dire Hollande, Valls, Cazeneuve, Sarkozy et consorts, plus jamais ça, plus jamais eux, plus jamais une telle incapacité, plus jamais un tel renoncement au pouvoir. Je le dis, cette crise terrible que connaît notre pays ne peut être résolue tant que nous ne serons pas sortis de cette culture du renoncement et de la faiblesse que l'on doit tant au pouvoir actuel qu'au précédent. Alors nous devons relever la tête et employer tous les moyens légitimes que nous donne notre Constitution, que nous donnent nos lois, pour désormais éradiquer l'islamisme radical. Il faut le mettre hors d'état de nuire et tout faire pour que plus un seul de ses tenants ne puisse menacer notre collectivité, notre sécurité. Il est temps, puisque rien ou presque rien n'a été fait jusqu'à présent, de déclarer la guerre au fondamentalisme islamiste. La vraie guerre, pas celle des mots, pas celle des postures, pas celle de la com. Alors, à la différence de l'UMPS qui se lamente, à la différence de nos gouvernants d'hier ou d'aujourd'hui qui nous disent qu'on ne peut rien faire, que nous n'avons qu'à courber les chines, je dis que l'État, et lui seul, doit agir. L'action en premier lieu doit être politique et culturelle. Dans le respect de l'État de droit, nous devons retrouver foi en l'autorité de l'État. Nous devons sans cesse réaffirmer qu'elle est légitime, c'est essentiel, et qu'on doit la laisser agir, quand bien même des plaintes s'élèveraient, quand bien même telle ou telle communauté autoproclamée s'estimerait lésée, nous devons dire et redire sans cesse que l'État agit pour le bien commun et que chacun doit se sentir solidaire de son action pour autant qu'elle soit réellement engagée. Cela veut dire qu'il faut partout en France, dans toutes les classes d'âge et dans toutes les catégories sociales, raffermir le sentiment national. Nous avons besoin d'une nation vigilante, rassemblée, réactive, déterminée. Je pense que pour cela, le service militaire doit être progressivement remis en place. Les valeurs patriotiques doivent être renforcées via l'école de la République et notre souveraineté nationale retrouvée, bien entendu. Du point de vue des moyens, il faut rapidement mettre en place une garde nationale, dont la vocation prioritaire sera de remplacer le dispositif Sentinelle. Le militaire n'est pas un policier, et le caractère pérenne que l'on souhaite affecter au dispositif Sentinelle dénature à l'évidence l'outil militaire. Il convient aussi de mieux définir le rôle de l'armée, mais aussi le cadre juridique d'intervention dans ces nouvelles missions. Il devient urgent pour cela de revoir le budget militaire, le remettre très rapidement à ce minimum vital de 2% du PIB, avec ensuite un objectif de 3%. Les moyens de notre protection, ce sont aussi nos frontières nationales, dont on a vu qu'elles auraient permis d'affaiblir les républicains en 2015. Nous devons les rétablir de manière pérenne. Fermer les frontières. Je dis simplement qu'elles doivent exister, comme dans tous les autres pays du monde, et permettre de filtrer les terroristes, qui plus est dans le contexte d'afflux de millions de migrants dans lesquels des terroristes s'infiltrent. Notons d'ailleurs qu'après l'attentat de Nice, l'Allemagne a annoncé un renforcement de sa frontière avec la France. En parallèle, bien sûr, il faut renforcer et remettre sur pied les douanes. Du point de vue de notre organisation, il y a une trop grande complexité et un trop grand cloisonnement de notre dispositif antiterroriste. Il faut créer une agence française de lutte antiterroriste, ce qui est conforme d'ailleurs à l'une des conclusions de la commission d'enquête parlementaire, et beaucoup mieux intégrer l'administration pénitentiaire dans la communauté du renseignement, problématique qui a été peu abordée par cette même commission, mais qui est pourtant fondamentale alors que nos prisons sont devenues de véritables universités de l'islamisme radical. Il faut d'urgence recréer un vrai renseignement de proximité et réparer la faute capitale de Nicolas Sarkozy qui supprima les renseignements généraux. Les nouvelles formes de terrorisme auxquelles nous sommes confrontés l'exigent.
Notre renseignement, cruellement affaibli de manière irresponsable par Nicolas Sarkozy, mais aussi par François Hollande, doit retrouver des missions précises et donc avoir les moyens nécessaires, mais aussi s'appuyer sur les bonnes personnes qui ont acquis dans les quartiers où agissent et recrutent les fondamentalistes une expérience qu'on n'acquiert pas seulement dans un cursus universitaire. Le profil de ces nouveaux terroristes qui naviguent entre radicalité et criminalité doit engendrer de nouveaux réflexes. La justice aussi doit avoir ses moyens, son fonctionnement et ses objectifs redéfinis en créant notamment les conditions nécessaires à une application réelle des peines et des sanctions prononcées, et à des peines de perpétuité réelles, elles aussi. Il faut nous battre en réorganisant et en revalorisant le corps de la magistrature. À peine plus de 25% de nos magistrats se consacrent aujourd'hui à des tâches purement pénales. Il conviendrait de revoir la formation avec des écoles d'application spécifiques dont une se consacrerait à la lutte antiterroriste. Du point de vue de la gestion sur notre territoire de l'idéologie mortifère de l'islamisme radical, il faut agir sur les deux volets que sont la prévention et la répression. Je propose une nouvelle fois d'adopter la même loi qu'aux Pays-Bas, celle de la déchéance de nationalité pour les binationaux radicalisés, qui permettra leur expulsion définitive du territoire. Contre les nationaux, ils sont rares. Il faut appliquer l'article 411-4 du Code pénal, successeur de l'article sur l'intelligence avec l'ennemi, qui permet des condamnations jusqu'à 30 ans de détention criminelle. Il faut aussi remettre en place pour les étrangers, malgré la Convention européenne des droits de l'homme, que sur ce point l'on ne se privera pas d'ignorer, la double peine supprimée par Nicolas Sarkozy. C'est un point fondamental. Cette double peine aurait pu s'appliquer aux terroristes tunisiens de Nice, qui auraient dû être renvoyés de France après ses condamnations judiciaires. Que faisait encore cet individu sur notre territoire? Pourquoi n'avait-il pas été expulsé en Tunisie? Lui qui, depuis 2010, commettait des exactions, était considéré comme un être violent et néfaste, condamné en mars 2016 par la justice. La responsabilité de ceux qui ont supprimé la double peine est ici flagrante. Plus généralement, comment ne pas comprendre le vivier que représente l'immigration de masse depuis tant d'années pour les dérives communautaristes, l'enfermement dans la radicalité et un jour, dans certains cas, le passage à l'acte meurtrier. Continuer de faire entrer tant d'étrangers en France est une faute lourde. Ne pas revoir de fond en comble notre code de la nationalité pour en supprimer le droit du sol et la possibilité de la double nationalité extra-européenne et le rendre beaucoup plus strict, exigeant et méritocratique l'est tout autant. Accepter la politique des quotas de migrants imposés par l'Union européenne relève là aussi de la plus grande irresponsabilité. On reconnaissait en haut lieu récemment l'existence de centaines de Molenbeek en France. Qui fait l'État? Qu'attend-il pour rétablir l'ordre? Pour y vider les caves de leurs armes? Pour y rétablir les services publics et les conditions d'intervention de la sécurité publique? Pourquoi l'État y laisse-t-il la situation pourrir? A-t-il peur d'intervenir? Quand je vous parlais d'un renoncement à l'autorité légitime de l'État, nous y sommes en plein. Les Français ne supportent plus qu'existent en aussi grand nombre les zones de non-droit sur le territoire national. D'une manière générale, concernant la mouvance islamiste, il est plus que temps de dire stop à la naïveté, voire à la complaisance et à l'électoralisme. Il faut faire respecter nos lois, nos valeurs et la laïcité républicaine partout. Ainsi, je demande la dissolution immédiate de l'UOIF et l'interdiction des autres organisations radicales, dont celle des frères musulmans. Quand je pense que certains, omniprésents sur les médias depuis l'attentat terroriste islamiste de Nice, ont entretenu tant de liens avec ces mouvances, les ont subventionnés et choyés, je suis abasourdi que personne ne vienne leur rappeler leur immense responsabilité. Il faut, je le répète et je le répéterai tant que cela ne sera pas appliqué, fermer la centaine de mosquées et salles de prière salafistes et radicales. Rien n'a été fait dans ce domaine. Qu'attend Bernard Cazeneuve pour le faire? En une journée, le problème peut être réglé. De même, il faut expulser du territoire national les imams étranchés prêcheurs de haine. Ils sont connus. Enfin, il convient d'urgence de passer au peigne fin l'ensemble des salles de prière mal connues ou récentes.
Il faut interdire le financement en provenance de pays étrangers, de lieux de culte ou d'associations culturelles, particulièrement lorsque ces pays sont des soutiens aux fondamentalistes, comme le Qatar par exemple. La France ne peut pas continuer à être le terrain de jeu des luttes d'influence que se livrent le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, le Qatar, l'Arabie Saoudite ou la Turquie. L'état d'urgence doit permettre d'opérer des perquisitions chez l'ensemble des fichiers S pour radicalisation qui feront l'objet d'une enquête approfondie. Cette enquête approfondie pourra aboutir, comme nous l'avons dit, sur leur expulsion s'ils sont étrangers, la déchéance de leur nationalité s'ils sont doubles nationaux, suivie de leur expulsion et ou leur mise en examen et accessoirement leur détention préventive en vertu de l'article 411.4, quelle que soit leur situation de nationalité. Expulser ce que l'on doit expulser, incarcérer ceux qui manifestement sont dangereux, surveiller les autres. Concernant au passage ce qui se passe en Turquie, je n'ai qu'une chose à dire. Nous devons laisser ce pays régler ses problèmes lui-même, en espérant que la démocratie et le droit y régneront enfin un jour dans la tradition laïque qui fut la sienne. Les épisodes en cours nous montrent que ce pays est profondément instable, que s'y affronte une mouvance islamiste et une mouvance laïque, et qu'il est complètement inimaginable de laisser ce pays entrer dans l'Union européenne ou permettre à ses ressortissants de s'y rendre sans visa. Tous ceux qui défendent l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, au premier rang desquels M. Sarkozy, qui a tout fait durant son mandat pour accélérer cette entrée en ouvrant de nombreux nouveaux chapitres d'adhésion, commettent un véritable crime contre la sécurité des Français. Cette question de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, où les accords négociés dans notre dos par Mme Merkel et M. Erdogan doivent être définitivement enterrés. Les Français ne supportent plus la léthargie gouvernementale face au danger terrible du terrorisme islamiste et à l'imprégnation de notre pays par son idéologie mortelle. La France est un grand pays qui a les moyens de se défendre, mais parce que ses dirigeants sont petits, ils ne le savent pas ou ne le veulent pas. Le peuple français a droit à un État-nation digne de lui, qui préserve son identité, sa prospérité, mais aussi évidemment sa sécurité et sa liberté. Je vous remercie.